Coucou toi. Ah, j'ai mal au doigt. Bon allez, jingle. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet que vous adorez tous, l'écologie. Oui, je sais, c'est pas les vidéos qui font le plus de buzz sur ma chaîne, mais c'est un sujet qui est très important pour moi, donc on va en parler. J'ai remarqué que parfois les débats que vous faites avec vos amis ou votre famille ou vos collègues peuvent parfois être tendus quand on parle d'écologie. Parce que vous êtes l'écolo de la famille ou de vos amis, alors que vous essayez de lutter contre le réchauffement climatique et que ça devrait être une priorité. Ils pensent que vous exagérez, qu'on a le temps et que quoi qu'il arrive, on est foutu. Et que de toute façon, l'homme s'est toujours adapté. Mais moi, généralement, je sais pas quoi répondre et j'ai peur de déglinguer l'ambiance ou de passer pour le moralisateur ou le chieur de service. Donc c'est pas facile de débattre sur le sujet. Et donc, pour faire face à ces idées reçues et aux remarques les plus, on va dire, répandues, le média indépendant sur l'environnement Bon Pote a créé un outil dédié pour y répondre. Alors Bon Pote, c'est quoi? C'est un média et donc sa mission est d'informer sur le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Il démystifie les idées reçues en s'appuyant sur la littérature scientifique disponible. Il combat également le greenwashing et la désinformation. Alors qu'une grande partie des médias traditionnels n'ont toujours pas pris la mesure de l'urgence climatique, ce média il se pose vraiment en alternative crédible afin que les citoyens et citoyennes puissent s'informer avec des articles toujours associés. Et donc ils ont créé un outil, enfin plutôt un guide de survie, quand vous êtes en repas de famille ou entre amis et qu'il faut débattre justement sur le dérèglement climatique. Et voici donc un petit guide interactif pour savoir quoi répondre aux bullshit les plus répandus lors de ces discussions. T'es qui toi? Ben je suis toi. Enfin, une meilleure version, plus beau, plus charismatique, mieux coiffé et apparemment mieux habillé. Je peux savoir ce que tu fous chez moi? Je suis venu débattre avec toi sur l'écologie et le dérèglement climatique. Oula, et pourquoi je débattrais avec moi-même sur un sujet sur lequel je suis en accord? Je crois pas qu'on ait le même avis, chérie. Moi, j'en peux plus de ces bobos gauchias qui nous emmerdent et nous font la morale à manger leur quinoa de merde et à s'habiller comme des clochards. Oh waouh, c'est hyper violent. Ah oui, moi je suis pas comme toi, tout gentil, tout bienveillant, tout chiant. Ça va être comme ça tout le long? Oui, je crois. Mais du coup, de quoi tu veux qu'on parle sur le dérèglement climatique? Alors déjà, les scientifiques sont pas sûrs entre eux pour le réchauffement climatique. Donc on ne sait même pas si ça existe. Ah oui, en plus t'es climato-sceptique. C'est évidemment faux. Le consensus sur le réchauffement climatique est bien établi et il est irréfutable. Depuis 2007, aucun corps scientifique de calibre national ou international n'a contesté la responsabilité humaine d'un réchauffement climatique. Parce qu'en plus tu dis que c'est de notre faute? Mais mon chou, dans le passé on a déjà eu ça, des périodes de réchauffement de la planète. Ce sont des cycles. Ne m'appelle plus jamais mon chou. T'as cru qu'on était en date ou quoi? Pourquoi? T'aimerais bien? Ah, mais tu me dégoûtes! Mais comment tu peux dire ça alors qu'on est la même personne? J'aime le sexe. Enfin, celui des autres. Mais t'es vraiment une... Tu peux le dire. Une petite bitch. Appelle-moi pupute. Bon, reprenons. Tout dépend de quoi on parle, et surtout le sujet c'est la vitesse du changement actuel. L'ampleur des changements récents dans l'ensemble du système climatique et l'état actuel de nombreux aspects du système climatique sont sans précédent. Depuis 600 millions d'années, le climat moyen mondial a été pour la plupart du temps plus chaud d'une bonne dizaine de degrés que le climat actuel. Et pendant cette période, on a eu 4 petites périodes froides qui se sont traduites par des glaciaires plus ou moins importantes dans des zones polaires, voire tempérées. Au cours des 2 derniers millions d'années, où le climat était globalement moins chaud que la période précédente, la Terre a connu une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Ces cycles n'ont pas été très intenses, mais fréquents, se succédant environ tous les 40 000 ans. Depuis environ 1 million d'années, les glaciations sont devenues plus intenses et plus longues, leur durée atteignant environ 100 000 ans. À l'échelle globale, l'Holocène, qui est donc la période géologique qui est toujours en cours, s'est révélé climatiquement assez stable, mais avec des variations. Au début de notre millénaire, les températures étaient généralement assez élevées,
puis ont monté une tendance générale au refroidissement entre le XIVe et le XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. On observe depuis le XIXe siècle un réchauffement global. Si au cours du XXe siècle, la température moyenne a augmenté en France de 0,1 degré par décennie, cette tendance s'est récemment accélérée. Selon le 5e rapport du GIEC, chaque décennie depuis 1980 a été significativement plus chaude que n'importe quelle décennie passée 1850. La période 1983-2012 a probablement été la plus chaude depuis 1400 ans. Au-delà de toutes ces variations, il faut noter que le changement climatique constaté actuellement se produit à un rythme bien plus soutenu que les autres cycles du passé. Tout cet emballement est bien évidemment à l'industrialisation et à la surconsommation. À ce jour, il est démontré par de nombreuses études et synthétisé par les rapports du GIEC que l'on peut attribuer aux activités humaines la quasi-intégralité du réchauffement observé au niveau planétaire depuis le 19e siècle. Oh là là, c'est long et chiant ton histoire. Oui, mais c'est important d'en parler pour rétablir des vérités. Bah c'est quand même chiant. Et puis tu nous parles du GIEC là, c'est pire qu'une secte, un lobby financé par les réchauffistes. Non, la transparence du GIEC, elle est totale. Tout se trouve sur leur site internet. Comment se fait la sélection des auteurs, sur quels documents ils se basent, comment les rapports sont approuvés. C'est un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse de travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Le budget annuel du GIEC, il oscille entre 5 et 8 millions d'euros, financé par les 195 États membres de l'ONU qui y contribuent de manière indépendante et volontaire. Sais-tu combien l'industrie fossile dépense chaque année pour semer le doute? Bien plus. Ça me fait rire ces experts, ils savent pas prédire la météo à 10 jours et ils veulent nous faire croire qu'ils peuvent savoir le temps qu'il fera en 2100. La météo, elle est susceptible de changer d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre. Le climat, pour sa part, il se réfère généralement aux statistiques des conditions météorologiques sur une décennie ou plus. Il ne faut pas confondre météo et climat qui sont deux choses totalement différentes, car elles n'utilisent pas la même échelle de temps, de l'ordre de la semaine pour la météorologie, de la décennie voire du siècle pour la prévision climatique. La météo et le climat c'est différent. T'es vraiment aigri. Tu te plains tout le temps en fait. Bah oui, je suis français. C'est pas faux. Ouais, mais regarde, en ce moment, il fait froid. Ah, tu la ramènes moins là, hein, avec ton réchauffement climatique. En fait, t'as rien écouté à ce que j'ai dit avant. Attention à ne pas confondre météo et climat. Ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud 2-3 jours que cela vient réfuter le réchauffement climatique d'origine humaine. Il a par exemple fait très froid début décembre 2022, mais l'année 2022 a tout de même été l'année la plus chaude enregistrée en France depuis que les mesures ont commencé en 1949 à cause de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Tu émets du CO2 quand tu respires. Donc la solution, ce serait de tuer tout le monde? Oui, certes, on émet du CO2 quand on respire. Mais le CO2 que vous expirez était dans l'atmosphère il n'y a pas longtemps. Il a été capté par la végétation et il a fait partie de votre alimentation. A l'inverse, le CO2 que vous ajoutez à l'atmosphère en conduisant votre voiture, en vous chauffant ou en prenant l'avion, était dans le sous-sol, dans des réservoirs géologiques, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, qui se sont formés sur des très grandes échelles de temps, des millions d'années. Donc expirer ne participe pas à l'augmentation durable de la concentration de CO2 atmosphérique. Vous remettez dans l'atmosphère du carbone qui vient d'être assimilé par les végétaux. C'est le cycle rapide du carbone. Bon, admettons que ce soit à cause de nous s'il y a un réchauffement climatique. Ah, donc je t'ai convaincu? Non, pas du tout. Et de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est mon striatum. T'as pas lu le bug humain de Sébastien Boller? Alors, selon plusieurs docteurs et chercheurs, sa thèse ne vaut pas grand-chose. Selon lui, les processus de destruction de l'environnement s'expliquent en grande partie par des mécanismes cérébraux archaïques, le striatum notamment, et les circuits neuronaux de récompense qui, par le biais de la dopamine, incitent l'homme à assouvir continuellement et exponentiellement 5 besoins fondamentaux. Manger, se reproduire, asseoir du pouvoir, acquérir de l'information et fournir le moindre effort. Mais ce n'est pas ton cerveau qui te pousse à détruire la planète, ce sont des constructions sociales. Tu peux aussi appeler ça le capitalisme si tu préfères. Ah, on y vient à la gauchiasse qui crache sur le capitalisme. Je te signale que si on a tout ce confort, c'est grâce à ce système. On est obligé d'avoir autant de confort? Oui. Mieux vaut pleurer en jaguar qu'à vélo. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Cette vidéo va être longue. Un calvaire pour toi? Oui, car tu représentes tout ce que je déteste chez les gens. Pourquoi se battre contre un état de fait, un consensus scientifique? Parce qu'on n'est pas bête. Tu sais, des catastrophes, il y en a tout le temps eu. Je veux dire, les incendies, les inondations, les sécheresses, il y en a eu de tout temps.
Oui, mais là, on a une augmentation de la fréquence et de l'intensité. Et malheureusement, les personnes les plus touchées sont les plus fragiles, comme les personnes âgées, les enfants ou les femmes, mais aussi les plus pauvres. Et oui, les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les 66% les plus pauvres, selon un rapport de l'Oxfam publié en novembre 2023. Et selon plusieurs récentes études, ce sont pourtant les populations les plus pauvres qui sont le plus impactées par le réchauffement climatique. Dans un article paru le 28 août 2024, le quotidien britannique The Guardian nous explique que les personnes aux revenus inférieurs à la moyenne sont plus susceptibles de mourir lors de vagues de chaleur, par exemple. Une vague de chaleur n'est pas la même lorsque vous partagez une chambre avec 3 autres personnes et sans climatisation que lorsque vous êtes dans une villa avec accès à la piscine et à la climatisation. Donc toutes ces catastrophes ont des conséquences sur les plus démunis et les plus pauvres. C'est pour ça que je veux devenir riche et célèbre. Au moins, je serai protégé dans ma belle villa et mon gros SUV. Ah bah tiens, on peut en parler de la voiture. Ah non, on touche pas à la voiture, hein. Et c'est quoi cette manie de toujours vouloir réduire la vitesse? Par exemple, le passage de 50 à 30 km/h en ville augmente la pollution. Plusieurs médias ont annoncé que le passage à 30 km/h en ville entraînait une hausse de la pollution de l'air. Si la réfutation de ces propos semble aujourd'hui faire consensus dans la sphère politique et scientifique, il faut expliquer pourquoi le passage à 30 km/h n'augmente pas la pollution de l'air. Déjà, pourquoi les médias ont-ils diffusé une mauvaise interprétation? En avril 2021, quelques mois avant le passage à 30 km/h de la ville de Paris, le CEREMA publie une étude sur les émissions routières des polluants atmosphériques. Cette étude, elle comprend le graphique que je vous montre dès maintenant. Il représente les quantités de gaz à effet de serre, de CO2 équivalent, émises par un véhicule léger en fonction de la vitesse moyenne. C'est ce graphique le coupable, ou plutôt son interprétation erronée. En s'appuyant entre autres sur ces courbes, il a été formulé qu'une telle mesure de passage à 30 km/h engendrerait plus de pollution de l'air qu'à 50 km/h. Et du coup, pourquoi c'est faux? Abrège. La vitesse mise en avant dans cette étude est la vitesse moyenne, et non la vitesse instantanée. Et ça change tout. La vitesse instantanée, elle est définie comme une vitesse à un instant précis du déplacement. Et justement, en ville, la densité plus forte génère des vitesses instantanées très variables à travers une alternance de phases d'accélération et de freinage. Cette accélération, elle est beaucoup plus représentative des émissions en milieu urbain qu'un état stationnaire tel que présenté sur la figure ci-dessus. Cette accélération, elle est beaucoup plus représentative des émissions en milieu urbain qu'un état stationnaire tel que représenté sur le schéma que je vous ai montré. Autrement dit, un état stationnaire de la vitesse se présentera beaucoup plus facilement sur une autoroute ou une route nationale peu encombrée par exemple. Une autre étude aussi parle de cette limitation de vitesse. Il s'agit d'une étude faite par Skyrad. Cette entreprise britannique d'ingénieurs conseils a démontré une réduction des émissions de CO2 de 26% et de 28% pour les NOx. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les oxydes d'azote, un copain du CO2, grâce à une limitation de vitesse de 30 km/h au lieu de 50 pour des véhicules essence. Je vous laisse aussi en description tous les articles qui parlent de ces sujets, parce que c'est plus complexe que ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est donc prouvé scientifiquement que passer de 50 à 30, c'est positif. Et en plus, ces actions, elles ont d'autres effets bénéfiques. Réduire le nombre d'accidents et leur gravité, réduire les nuisances sonores, favoriser la baisse du trafic routier, améliorer la qualité de l'air à long terme, rendre plus attractifs les modes de déplacement doux, permettre un meilleur partage de l'espace public tout en ne pénalisant pas les automobilistes. Il faut savoir que passer de 30 à 50 km/h vous fait seulement perdre quelques minutes. Ouais, c'est chiant. De toute façon, vous voulez qu'on diminue tout. Notre vitesse, notre consommation. La décroissance, c'est le retour au Moyen-Âge. Pas du tout. La décroissance souhaite juste qu'il soit possible de vivre en respectant les limites planétaires. Dans la littérature scientifique, il existe beaucoup de définitions de la décroissance. Elles ont en revanche toutes les mêmes objectifs, réduire la production et la consommation pour limiter les dégâts sociaux et environnementaux. Si vous deviez en retenir qu'une seule, ce serait celle de Jackson Hickel, elle est très claire. La décroissance, c'est donc une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant, de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l'homme. C'est bel et bien une révolution par rapport au système économique actuel, fondé sur une expansion perpétuelle et disproportionnée qui ne profite qu'à une minorité. Ce n'est pas une récession économique, une injustice pour les plus démunis, anti-technologique
et anti-progrès. Les gens voient la décroissance comme négative, qu'il n'y a pas de D avant croissance et du coup, on a l'impression que c'est l'inverse de la croissance. Ce n'est pas une récession. Les récessions se produisent lorsque les économies dépendantes de la croissance cessent de croître. C'est une catastrophe qui ruine la vie des gens et exacerbe les injustices. La décroissance, c'est un projet de société. Et il appelle à un tout autre type d'économie. Une économie qui n'a pas besoin de croissance en premier lieu, tout en pouvant en avoir, et qui peut apporter la justice et le bien-être, même si la consommation d'énergie diminue. Je peux en placer une ou je peux juste aller me faire foutre? Les deux, mon capitaine. Et en plus, il se croit drôle. De toute façon, il faut arrêter de culpabiliser les Français. Et en plus, on est le 4e pays le plus vert au monde. On est exemplaire. Bah t'as raison Bernard, la France est parfaite, les Français aussi. Enfin, juste une empreinte carbone 4 à 5 fois supérieure à ce qu'il faudrait en moyenne. Mais oui, ne changeons rien. Et tu parles de quel classement? Est-ce que t'as bien regardé les critères? Non. Ça m'aurait étonné. Le 5 avril 2021, un article provenant d'un site citant des climato-sceptiques en référence a mis en lumière le Green Future Index. C'est un classement mondial selon lequel la France serait classée 4e pays le plus vert. Et selon lui, la France représenterait moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais pas d'empreinte carbone. L'un des tours de passe-passe du classement, en fait, il réside dans le fait de prendre uniquement en compte les émissions territoriales et non l'empreinte carbone. Cela avantage bien sûr la France, puisque plus de 60% de notre empreinte carbone, elle est liée aux produits que l'on importe. Si vous voulez vraiment savoir à quel point la France, enfin les Français, émettent de gaz à effet de serre, il faut prendre en compte l'empreinte carbone. Et elle est environ 70% plus élevée que les émissions territoriales. Donc finalement, la France serait plutôt responsable de 1,5% des émissions mondiales. Donc pour un pays qui représente 0,8% de la population mondiale, c'est plus vraiment l'un des meilleurs pays écolos. Mais les Français s'en foutent de l'écologie. Les Français veulent bien changer à condition que ce soit juste. On ne peut pas demander à tout le monde de prendre son vélo si des exilés fiscaux sont sur leur yacht. On ne peut pas demander aussi aux Français de prendre le train au lieu de l'avion quand le Premier ministre fait un aller-retour en jet privé pour aller voter. Ou que les billets soient 5 fois plus chers. Oh là là, vous nous saoulez, les écolos ils font que ça, d'emmerder les gens. Les écolos, les activistes et les scientifiques ne sont pas là pour vous embêter. Il faut se battre pour garder une terre habitable pour le plus grand nombre. Je veux dire, ils se battent pour que les petits plaisirs des uns ne viennent pas ruiner la vie des autres. Alors il serait peut-être temps d'inverser les rôles. Mettez-vous à leur place et essayez de comprendre pourquoi ces personnes sont dans la rue et vous interpellent. Ce n'est ni par supériorité morale, ni par plaisir d'avoir raison. C'est une question de survie. De toute façon, votre sobriété, ça menace nos libertés. Et puis, personne n'en veut. Enfin, les mesures écologistes vont restreindre nos capacités à consommer, à nous déplacer. Ce sont des intrusions inacceptables dans nos vies privées. C'est de la dictature. Est-ce que nous sommes vraiment libres de consommer ce qu'on veut? Est-ce qu'aujourd'hui, être obligé d'avoir une voiture pour se déplacer, c'est une liberté? Je crois pas. Est-ce que continuer à consommer sans limite et avoir des étés avec des pointes à 50 degrés ne va pas ruiner nos libertés plutôt? Commençons par un paradoxe. Tout le monde est libre, mais tout le monde fait la même chose. Dit autrement, nos vies sont largement régies par des cadres qui organisent et structurent fortement nos vies. Infrastructures, offres de produits et de services, organisation du temps, normes sociales et imaginaires, réglementation. L'homme est un animal qui aime les contraintes. Un animal. Par ailleurs, notre liberté de consommer elle-même est bridée par l'offre existante. Aujourd'hui, personne n'est libre d'acheter une voiture low cost sans électronique. Elle n'est tout simplement pas produite. On ne peut pas non plus se passer des outils numériques et faire réparer les objets de son quotidien n'est pas toujours possible. Elle est aussi orientée par la publicité qui nous enferme dans des stéréotypes et des représentations datées qui nous dépeint un imaginaire que nous ne sommes en moyenne pas en capacité d'acheter. Quelles sont les marges de manœuvre et les libertés des Français et Françaises et notamment ceux ayant des revenus modestes pour se conformer aux représentations véhiculées dans la publicité et les médias? Changer ces représentations de manière cohérente avec les crises environnementales est un enjeu essentiel et cette évolution n'implique pas forcément une perte de liberté. Bon, en gros, avec tout ça, on n'est pas avancé. On est foutu, quoi. La littérature scientifique est très claire. Nous avons notre avenir climatique en main. Nos actions individuelles et collectives. Nos actions individuelles et collectives peuvent opérer des changements dont nous tirerons les bénéfices rapidement. La situation est certes catastrophique, mais il est faux de dire que nous sommes déjà condamnés. Le fatalisme, c'est l'un des 12 discours de l'inaction climatique pour lequel il faut lutter. La très bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas qu'une, mais différentes façons d'agir pour l'environnement.
On sait que chaque tonne participe au réchauffement climatique. Donc la première des choses serait de connaître ce qui a le plus d'impact dans notre quotidien via un simulateur d'empreinte carbone. Nous avons chacun à notre niveau les moyens et le devoir d'agir. Et en plus, il est désormais facile de se former sur le sujet pour qu'on souhaite s'investir réellement et passer à l'action. Oh là là, notre sauveur a parlé. Oui, tout n'est pas perdu, gardez espoir. Tu t'es cru dans un film ou quoi? Enfin, et depuis quand t'es sûr de toi? Franchement, t'as jamais eu confiance en toi. T'es une petite poule mouillée qui a peur de tout, alors viens pas nous faire croire que tu vas réussir à changer quoi que ce soit. Franchement. Je m'appelle Geoffrey, j'ai peur de tout, j'ai pas confiance en moi. Faut m'aider, j'arrive à rien. J'ai peur de la pollution et des voitures qui vont vroom vroom. Ah! Ça fait du bien quand c'est calme. Je l'ai défoncé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, vous pouvez aller voir sur le site de Bon Pote tout ce que je vous ai dit, car vraiment j'ai pris à la lettre tous les articles qui ont pu être publiés pour démontrer ce que j'ai expliqué. Évidemment, vous pouvez aller voir aussi l'outil du dîner écolo du siècle qui vous explique un peu tout ce que je viens de vous montrer. Et il y a encore plein d'autres exemples, donc je referai peut-être un épisode 2 si jamais ce truc-là revient. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et moi, je suis climato-sceptique. Hein, tu fermes bien ta bouche, là. Hein? Pauvre tâche.